Ça va être un triomphe triomphal, César. On n'a jamais vu ça à Rome. Un programme exceptionnel. Jusqu'à maintenant, les revisites des films Astérix ont été intéressantes, mais à mon sens, pas enrichissantes. Oui, je regarde les films avec un œil plus acéré, mais à part des niveaux d'analyse plus poussés et un plus gros passage sur le contexte de production, mon opinion sur ces 3 dessins animés n'a pas changé fondamentalement. 2 adaptations fidèles et une extravagance complète qui a donc un travail au niveau 0 en termes d'adaptation. C'est donc maintenant que l'exercice devient vraiment intéressant parce qu'on rentre dans une trilogie qui va brouiller les codes en mixant les bandes dessinées d'une part, mais aussi en repensant l'impact que doit avoir un dessin animé Astérix sur le grand public. Et ça commence en 1985 avec Astérix et la surprise de César. Et je vous conseille de vous attacher parce qu'on va aller dans des endroits que j'avais pas imaginés. Mais en même temps, le film partait lui-même d'une situation remplie d'imprévus. En 1985, l'industrie du dessin animé est en pleine mutation, avec notamment un Disney très à la traîne qui cette année-là sortira son plus gros flop, Taram et le chaudron magique, qui a été un échec critique et commercial et dont Disney a failli ne jamais se relever. Et même si la porte est ouverte à de nouveaux studios, l'évolution des techniques et les coûts associés rendent les principaux compétiteurs incapables de réagir en un claquement de doigts. Dans l'optique de concilier l'expertise et la puissance de feu sur le plan de l'animation, c'est finalement le colosse Gaumont qui se chargera de l'adaptation. Ils feront face à de nombreux tumultes pendant le processus, ce qui fera que le premier réalisateur sera limogé au profit des frères Gaëtan et Paul Brizy, qui finaliseront une idée ambitieuse, combiner 2 bandes dessinées en une et apporter un nouveau souffle à la franchise. Et rien que ça, c'est très ambitieux en soi, et même si une grande partie du travail était déjà faite, ils ont dû repenser le storyboard à 0 et finir le dessin animé en 1 an. Le résultat, qu'on va bien sûr analyser sous toutes ses coutures, c'est la surprise de César. Et même si le titre n'est pas indicatif des bandes dessinées adaptées, c'est pas ce qui frappe d'entrée de jeu. Ça, c'est réservé à la chanson de Plastic Bertrand que vous connaissez tous, qui contraste singulièrement avec les anciens génériques en y ajoutant des paroles que elle aussi vous connaissez tous. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Et à une époque, j'avais prévu de faire une suite à ma vidéo de la chanson la plus chelou en y incluant celle-ci. Mais il n'y avait pas assez de substance. Ceci étant dit, vu qu'il y a quand même de drôles de paroles et que j'aime être de mauvaise foi, voici quelques réactions sarcastiques de bien piètre qualité. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Jeu de mots de qualité, oui, là, 100%. Il n'y a qu'un homme, un Gaulois, pour crier go, oh, 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 oh. Ah, je ne suis pas d'accord, Astérix chez les Bretons, c'est le film d'après, il faut savoir où se placer. Arrière Satan, ancien combattant. En jupant péplum, t'as le look qui dégomme. Ça veut rien dire. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Et là, c'est le bon moment pour enchaîner et rentrer dans la moelle, parce que cette phrase... Bah en fait, c'est un spoiler. Mais c'est un spoiler du film, parce que le dénouement n'apparaît ni dans Astérix Légionnaire, ni Astérix Gladiateur, les 2 bandes dessinées adaptées à l'écran. Alors reprenons depuis le début. Au village, le calme est quelque peu troublé le jour où Falbala, de retour de la ville, tape dans l'œil d'Obélix qui, en conséquence, va taper dans les arbres. Ça, c'est l'héritage d'Astérix Légionnaire, sauf que les Romains vont la capturer ainsi que son compagnon Tragicomix et les offrir en cadeau à César. Ça, c'est l'héritage d'Astérix Gladiateur avec Tragicomix et Falbala à la place d'Assurance Tourix. Et c'est parti pour l'aventure au-delà des frontières de Gaule. Alors, comment fait-on pour allier 2 matériels sources différents en une aventure cohérente? En fait, il n'y a pas de 36 solutions. Soit tu choisis des BD compatibles, soit tu les rends compatibles de force. Ici, on est sur le premier. Mais des efforts sont faits sur le deuxième tableau aussi. Les 2 bandes dessinées sont en leur cœur une mission sauvetage en environnement romain. Il y a donc un fil rouge facile à tracer entre les 2 histoires, même si beaucoup de choses ont été rabotées pour que ça rentre, mais on y reviendra.
Pour rajouter du liant, les scénaristes ont décidé de remplacer Assurance Tourix par Tragicomics et Falbala, ça on l'a déjà dit, et Brice Radius franchit le Rubicon en devenant légionnaire avant de dresser des gladiateurs. Du calme. Où j'en étais, moi? Et ça marche du tonnerre. Oh, j'en peux plus, j'abandonne la Légion. Je vais retourner à Rome. Oh! Oh non! Oh pitié, je veux pas! Ceci dit, Brice Radius est l'exception qui confirme la règle. Pour intensifier le côté aventure, une immense partie de l'humour est retirée. Que ce soit pour des raisons de transition à l'écran avec le retrait de cours de tennis dont l'humour visuel serait pas passé, Déposez vos sacs à fond de cale et venez au rame, 2 par banc. à tout l'arc de décadence des gladiateurs, énormément de concepts des deux bandes dessinées qui avaient une portée humoristique ont été amputés pour rajouter d'une part de la cohérence, puisque le beau bordel qui sert de conclusion à Astérix Légionnaire n'aurait pas pu s'enchaîner avec les événements d'Astérix Gladiateur, puisque ça voudrait dire que César devrait être à 2 endroits en même temps. En contrepartie, le scénario n'explique jamais les raisons du triomphe de César, mais c'est la plus creuse des critiques qu'on puisse faire à l'histoire. Et surtout, ce retrait d'humour sert à instaurer cette ambiance progressivement sérieuse et sombre jusqu'à la résolution. D'un point de départ enchanteur au village, on arrive à mi-chemin du film dans le désert africain avec des scènes d'agression sexuelle, et puis arrivé à Rome, on part sur d'autres types de joyeuseté comme Astérix et Idéfix qui manquent tous les deux de mourir noyés. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ma théorie, c'est que la référence d'un grand dessin animé, ça reste les superproductions Disney qui doivent avoir des moments plaisants, bien entendu, mais qui ont aussi un équilibre avec des scènes poignantes, des scènes terrifiantes et des moments où les héros se retrouvent au plus bas. Prenons l'exemple originel, Blanche-Neige et les 7 nains, où toute la partie du milieu chez les nains qui est très amusante n'enlève pas les terreurs de Blanche-Neige quand elle se sent pourchassée par la forêt, et qu'à la fin, la reine meurt écrasée misérablement. Changement complet de registre. Du coup, ce changement de direction pour Astérix part peut-être de l'espoir d'avoir un résultat plus intemporel, mais on pourrait aussi l'imputer au manque de temps qu'ont ressenti les frères Brisy. Parce que c'est spécifiquement les endroits où le dessin est le plus pâteux, on va dire. L'animation de manière générale est très bonne, meilleure que jamais, mais quand les Romains commencent à reluquer le boule de Falbala, subitement il n'y a plus d'ombrage et les pupilles des Romains sortent de leurs yeux et... Oui, c'est le pire exemple, et globalement il n'y en a pas beaucoup, et c'est aussi exacerbé par le fait que c'est Falbala dans cette scène, le seul personnage féminin de ce film, et on a vraiment l'impression que quand il s'agissait d'improviser avec l'animation de ce personnage, les concepteurs savaient pas trop quoi faire, alors que pourtant cet aspect pâteux, parfois il peut se retrouver même chez Astérix. Et que dans d'autres situations, l'animation de Falbala est superbe. Et en contrepartie, certaines scènes qui remettent du sérieux et de l'ambiance dans une comédie ont l'air planifiées depuis le premier jour, et celles-là sont ultra efficaces. Et je suis sérieux, la scène où Panoramix prépare la potion magique, c'est peut-être ma scène préférée de tout le film. Et pourtant, elle n'aurait pas sa place dans les dessins animés précédents. Et la musique type New Age tranche drastiquement avec tous les styles qu'on a vus jusqu'à présent, mais elle est composée par la légende Vladimir Cosma et elle se marie bien à l'ambiance. La colorisation, la choré, la mise en scène, c'est court, mais tellement efficace. Et c'est le genre de scène qui annonce que la vision pour la surprise de César était bien différente de tous les dessins animés qui sont venus jusqu'à maintenant. Mais des sacrifices et des ajustements ont dû être faits pour y parvenir. Plus gros ajustement de la saga tout entière, Jacques Morel prend sa retraite du doublage et laisse le rôle d'Obélix à Pierre Tornade, qui jusqu'à présent tenait le rôle d'Abraracoursix. Il va lui insuffler une nouvelle dynamique, plus en phase avec l'image du gros gentil Benet qui non seulement commençait à s'affirmer dans les BD, mais en plus contraste excellemment bien avec le jeu de Roger Carrel pour un Astérix vif et courageux. Et maintenant, ouvre, Obélix. C'était bien la peine de se donner le mal de fermer. Il n'y a pas à chercher, ça marche excellemment bien. Lève un peu la tête, Romain, s'il te plaît, que je puisse être vraiment très aimable. Bien entendu, le reste de la distribution est, comme d'habitude, d'excellente qualité, avec une exception, l'homme de main numéro 2 qui n'a qu'une seule ligne de dialogue, mais elle est interprétée avec cet effet bizarre. Il faut l'attraper. Pas cette fois. Il doit. Il faut qu'on repère derrière. Quant à Abraracoursix, son rôle revient à Jean-Pierre Darras, et le film essaie de lui donner une présence avec la réplique finale. Des mots coupés d'une tirade en arrière-plan, ce qui a de quoi lever un sourcil en fait. Oh, notre élégance. Même si ça ajoute une dernière blague, bienvenue après les 20 dernières minutes au Roland misérable.
Parce qu'une fois que les Gaulois décident de devenir gladiateurs, subitement, tout s'emballe scénaristiquement. L'agression de Falbala était déjà un changement de ton assez drastique, mais le scénario avait pris le soin de remettre un peu de bonne ambiance avec Astérix et Obélix qui vengent symboliquement Falbala et Tragicomix des Romains et des marchands d'esclaves. Et on a également Farfelus qui remet un peu d'humour dans la machine. Puis vient la scène des termes, très rapidement adaptée de la BD, et puis... Je suis calme aussi. Je suis calme. Subitement il se fâche, et subitement il n'y a plus de potion magique, et subitement un gros orage, et subitement Rome est complètement vide, et subitement Astérix manque de mourir noyé. Oui, le mot subitement masque, et il masque plutôt bien d'ailleurs, le fait que le sacrifice fait en fin de deuxième acte pour rajouter de l'intensité. C'est un peu de cohérence scénaristique. Ici, l'effet recherché, c'est d'avoir un moment où Astérix et Obélix sont dans leur phase la plus difficile. Louable, mais forcé. Et surtout, c'est censé faire écho à celui de Falbala et Tragicomix, à moitié mort dans le désert 10 minutes plus tôt, qui est bien plus naturel et dont les deux éléments sont séparés par de la drôlerie avec le marchand d'esclaves. C'est pas un tue-l'amour non plus, mais il faut pas y réfléchir plus de 30 secondes. Mais ça enchaîne avec les gladiateurs qui essaient de battre Astérix et Obélix en combat, ce qui déjà est aux antipodes de la BD, mais en prime, Astérix n'a toujours pas de potion magique. Donc la scénographie doit maquiller le fait que des gladiateurs qui arrivent dans le dos d'Astérix sont battus dans le dos d'Obélix par des changements de cadrage assez grossiers pour forcer un décalage humoristique. Alors moi, j'y comprends plus rien. Alors que pendant ce temps-là, Idéfix est en train de mourir d'une chute de 50 mètres dans les égouts à 200 mètres de là. Toute la séquence finale, une fois de plus, va très vite et c'est probablement pour le mieux parce que le dessin animé recommence son yo-yo avec le ton. Rajouter du sérieux dans Astérix est une idée qui se défend. Et parfois même ça marche très bien. On n'en a pas parlé, mais César dans ce film est à la limite de la cruauté, ce qui n'a jamais été sa caractérisation dans les BD, mais entre le dessin et la performance d'acteur de Serge Sauvion, ça passe parfaitement. Mais que ce soit par manque de temps, de ressources, ou tout simplement des scénaristes qui ont ressenti le besoin d'aller trop loin quand il a fallu se distancer de l'ambiance bon enfant des BD, le résultat est maladroit. Pas mauvais, maladroit. Les improvisations finissent par se voir si on veut prendre le temps de les observer, et c'est précisément pour cette raison qu'on peut adjuger de la qualité générale de la surprise de César, parce qu'autant d'imprécisions et de va-et-vient tonal, ça avait le potentiel de ruiner le film. Or, ce n'est pas le cas. Le dessin animé reste une aventure cohérente, globalement plaisante, et à ses moments drôles, tout autant que ses moments tendus, ça reste un dessin animé pour toute la famille. Techniquement bon, musicalement superbe et avec d'excellents acteurs, il a juste ce changement de philosophie fondamentale qui veut que les moments drôles doivent être contrebalancés par des séquences sérieuses. Une philosophie à laquelle personnellement j'adhère, mais dont l'implémentation dans ce dessin animé fait quelques faux pas. Bon, alors où est-ce qu'on le place dans le classement ? Ça dépend de votre adhérence à ce changement de direction artistique. Pour moi, c'est clairement pas assez pour battre les 12 travaux. Mais pour moi, il y a trop d'erreurs. C'est pas assez pour pouvoir battre Astérix et Cléopâtre, dont le ton toujours léger le rend, à mon sens, plus plaisant à voir. Pour moi, c'est la première grosse surprise, parce que si on regarde mon ancien classement, il était au-delà des 12 travaux, dans le top 3 général. Il faut dire que j'étais vraiment fasciné par cette approche de combinaison de deux BD, que je trouve vraiment géniale, mais maintenant que je le regarde de nouveau, je vois qu'il y a vraiment des problèmes d'adaptation. Ça reste un dessin animé d'une grande qualité, mais ce yo-yo tonal, j'arrive pas à m'en défaire. Mais je veux quand même saluer l'ambition. Combiner plusieurs BD, changer d'approche fondamentale, déjà ça mérite le respect. Et c'est une direction qui va de nouveau être mise à l'épreuve un an plus tard avec Astérix chez les Bretons, qui rien que par son nom indique que cette tendance sera revue à la baisse. À quel point et pour quel résultat, on verra ça la prochaine fois. Superstar, tu fumes des Gauloises, mais un conseil écrase. Et oui, cette réplique n'est pas illogique puisqu'on est en 1985 et la loi qui interdira la représentation du tabac dans les œuvres de fiction, c'est la loi Evin en 91, donc on est dans les clous. Mais César ne fume pas. Un Romain ça va, 3 bons jours
Mais oui, c'est marqué là en tout petit, cette chanson a été coécrite par Brice Hortefeux. Et pendant qu'il joue aux cow-boys et aux indiens, Ah,